La crise de la culture, 8 exercices de pensée politique. Hannah Arendt. Ich habe nie in meinem Leben irgendein Volk oder Kollektiv geliebt, weder das Deutsche noch das Französische noch das Amerikanische, noch etwa die Arbeiterklasse oder was es sonst so noch gibt. Qu'est-ce que l'autorité? Partie 6. Une chose, pourtant, est particulièrement frappante dans ce contexte. Tandis que tous les modèles, prototypes et exemples des relations autoritaires, tels que pour l'homme d'État ceux du guérisseur et du médecin, du spécialiste, du timonier, du maître qui sait, de l'éducateur, du sage, tous grecs d'origine, ont été fidèlement conservés et réemployés jusqu'à devenir des platitudes vides. L'unique expérience politique qui a introduit l'autorité comme mot, concept et réalité dans notre histoire, l'expérience romaine de la Fondation, semble avoir été entièrement perdue et oubliée. Et cela dans une mesure telle qu'au moment où nous commençons à parler et à penser au sujet de l'autorité, après tout l'un des concepts centraux de la pensée politique, c'est comme si nous étions pris dans un dédale d'abstraction, de métaphores et de figures de rhétorique où toute chose peut être prise pour une autre, parce que nous n'avons pas de réalité, ni dans l'histoire, ni dans l'expérience quotidienne, que nous puissions unanimement invoquer. Cela, entre autres, montre ce qui a pu aussi être prouvé autrement, à savoir que les concepts grecs, une fois canonisés par les Romains au moyen de la tradition et de l'autorité, ont simplement éliminé de la conscience historique toutes les expériences politiques qui ne pouvaient être intégrées à leur système. Mais cette affirmation n'est pas entièrement vraie. Il existe dans notre histoire politique un type d'événement pour lequel la notion de fondation est décisive, et il y a dans notre histoire de la pensée un penseur politique dans l'œuvre duquel le concept de fondation est central, sinon suprême. Ces événements sont les révolutions de l'époque moderne, et ce penseur est Machiavel, qui apparut au seuil de cette époque et, bien qu'il n'employât jamais le mot, fut le premier à se représenter une révolution. La position unique de Machiavel dans l'histoire de la pensée politique a peu à faire avec son réalisme souvent loué, mais nullement indiscutable, et il ne faut certainement pas le père de la science politique, rôle qu'on lui attribue fréquemment aujourd'hui. Si l'on comprend par science politique la théorie politique, son père est certainement Platon, plutôt que Machiavel. Si l'on insiste sur le caractère scientifique de la science politique, il n'est pas possible de dater sa naissance plutôt que l'apparition de toute la science moderne au XVIe et XVIIe siècle. À mon avis, on exagère grandement, en général, le caractère scientifique des théories de Machiavel. Son indifférence à l'égard des jugements moraux et son absence de préjugés sont assez étonnants, mais ils ne constituent pas l'essentiel de l'affaire. Ils ont contribué davantage à sa réputation que la compréhension de ses œuvres. Parce que la plupart de ses lecteurs, alors comme aujourd'hui, étaient trop choqués pour le lire comme il fallait. En affirmant que dans le domaine publico-politique, les hommes devraient apprendre à pouvoir n'être pas bons, il n'a jamais voulu dire, bien sûr, qu'ils devraient apprendre à être mauvais. Après tout, il n'y a guère d'autres penseurs politiques qui aient parlé avec un mépris aussi véhément des moyens par lesquels on peut conquérir quelques seigneuries, non la gloire. La vérité est seulement qu'il s'opposa aux deux concepts du bien que nous trouvons dans notre tradition. Le concept grec du bon pour ou de la convenance, et le concept chrétien d'une bonté absolue qui n'est pas de ce monde. À son avis, ces deux concepts avaient du sens, mais seulement dans la sphère privée de la vie humaine. Dans le domaine public de la politique, ils n'avaient pas plus leur place que leurs opposés, l'inadéquation ou l'incapacité et le mal. La virtu, d'autre part, qui est selon Machiavel la qualité humaine spécifiquement politique, n'a ni la connotation morale de la virtus romaine, ni le sens d'une excellence moralement neutre comme bonté grecque. La vertu est la réplique de l'homme au monde, ou plutôt la constellation de la fortune, où le monde s'ouvre, se présente et s'offre à lui, à sa vertu. Leur jeu indique une harmonie entre l'homme et le monde, qui jouent l'un avec l'autre et triomphent ensemble, qui est aussi éloignée de la sagesse de l'homme d'État que de l'excellence, morale ou autre, de l'individu, et de la compétence des spécialistes. Son expérience des luttes de son temps enseignait à Machiavel un mépris profond pour toutes les traditions chrétiennes et grecques, telles qu'elles étaient présentées, nourries et réinterprétées par l'Église. Son mépris visait une Église corrompue qui avait corrompu la vie politique de l'Italie, mais il argua que cette corruption était inévitable à cause du caractère chrétien de l'Église. Ce dont il était témoin, après tout, n'était pas seulement la corruption, mais aussi la réaction contre la corruption. Le renouveau profondément religieux et sincère qui partait des franciscains et des dominicains et culminait dans le fanatisme de Savonarole qu'il respectait énormément. Son respect pour ses forces religieuses en même temps que son mépris pour l'Église le conduirent à conclure avec certitude un désaccord fondamental entre la foi chrétienne et la politique d'une manière qui rappelle étrangement les premiers siècles de notre ère. Pour lui, le point décisif était que tout contact entre la religion et la politique doit corrompre les deux, et qu'une église non corrompue, bien que considérablement plus respectable, serait encore plus destructrice pour le domaine public que l'église corrompue d'alors. Ce qu'il ne vit pas et peut-être ne pouvait pas voir à son époque
était l'influence romaine sur l'Église catholique, qui était sans doute beaucoup moins visible que son contenu chrétien et son cadre théorique grec. Ce furent plus que le patriotisme et que le renouveau courant de l'intérêt pour l'Antiquité qui firent rechercher à Machiavel les expériences politiques centrales des Romains, telles qu'elles avaient été originellement présentées, à une égale distance de la piété chrétienne et de la philosophie grecque. La grandeur de cette redécouverte réside dans le fait qu'il n'a pu se borner à ranimer ou réutiliser une tradition conceptuelle explicite, mais a dû lui-même articuler les expériences que les Romains n'avaient pas conceptualisées, mais plutôt exprimées dans les termes de la philosophie grecque, vulgarisée à cette intention. Il vit que le tout de l'histoire et de la mentalité romaine reposait sur l'expérience de la fondation. Et il crut qu'il serait possible de répéter l'expérience romaine par la fondation d'une Italie unifiée qui devait devenir la même pierre angulaire sacrée d'un corps politique éternel pour la nation italienne que la fondation de la cité éternelle avait été pour le peuple italique. Le fait qu'il ait été conscient d'apercevoir en son temps les signes avant-coureurs de la naissance des nations et du besoin d'un nouveau corps politique, pour lequel il employa donc le terme jusque-là inconnu « lo Stato », l'a fait reconnaître généralement et à juste titre comme le père de l'État-nation moderne et de sa notion de raison d'État. Ce qui est plus frappant encore, quoique moins connu, est que Machiavel et Robespierre semblent si souvent parler le même langage. Quand Robespierre justifie la terreur despotisme de la liberté contre la tyrannie, il semble parfois être en train de répéter presque mot pour mot les célèbres thèses de Machiavel sur la nécessité de la violence pour la fondation de nouveaux corps politiques et pour la réforme de corps politiques corrompus. La ressemblance est d'autant plus saisissante qu'à la fois Machiavel et Robespierre ont à cet égard au-delà de ce que les Romains eux-mêmes eurent à dire sur la fondation. Certes, le lien entre la fondation et la dictature pouvait être appris des Romains eux-mêmes, et Cicéron, par exemple, invite explicitement Scipion à devenir dictator rei publicae constituente, à prendre la dictature afin de redresser la République. Comme les Romains, Machiavel et Robespierre pensaient que la fondation était l'action publique centrale, le grand acte unique qui établissait le domaine publico-politique et rendait la politique possible. Mais à la différence des Romains pour lesquels il s'agissait d'un événement du passé, ils pensaient que pour cette fin suprême, tous les moyens, et principalement le moyen de la violence, étaient justifiés. Ils comprenaient l'acte de la fondation entièrement à l'image de la fabrication. La question pour eux était à la lettre. Comment refaire une Italie unifiée ou une République française? Et leur justification de la violence s'orientait et recevait sa plausibilité de cet argument implicite. On ne fait pas de table sans tuer des arbres, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, on ne peut pas faire une république sans tuer des gens. À ce point de vue qui devait devenir si décisif pour l'histoire des révolutions, Machiavel et Robespierre n'étaient pas des Romains, et l'autorité qu'ils auraient pu invoquer aurait plutôt été Platon, qui recommandait aussi la tyrannie comme le gouvernement où le changement est susceptible d'être le plus facile et le plus rapide. C'est précisément à ce double point de vue, à cause de sa redécouverte de l'expérience de la fondation et de la réinterprétation, qu'il en a fait comme justification des moyens violents pour une fin suprême, que Machiavel peut être considéré comme l'ancêtre des révolutions modernes, qui peuvent toutes être caractérisées par la remarque de Marx, selon laquelle la Révolution française est apparue sur la scène de l'histoire en costume romain. À moins de reconnaître qu'elles ont été inspirées par le pathos romain de la Fondation, il me semble qu'on ne peut comprendre proprement ni la grandeur ni la tragédie des révolutions occidentales à l'époque moderne. Car si j'ai raison de soupçonner que la crise du monde d'aujourd'hui est essentiellement politique et que le fameux déclin de l'Occident consiste essentiellement dans le déclin de la trinité romaine de la religion, de la tradition et de l'autorité, et dans la dégradation concomitante des fondations spécifiquement romaines du domaine politique, alors les révolutions de l'époque moderne apparaissent comme des tentatives gigantesques pour réparer ces fondations, pour renouer le fil rompu de la tradition, et pour établir, en fondant de nouveaux corps politiques, ce qui pendant tant de siècles a donné aux affaires des hommes dignité et grandeur. De ces tentatives, une seule, la Révolution américaine, a été un succès. Les pères fondateurs, comme on les appelle encore, d'une manière assez caractéristique, ont fondé sans violence et à l'aide d'une constitution un corps politique complètement nouveau. Et ce corps politique a au moins duré jusqu'à nos jours, malgré le fait que les caractères spécifiquement modernes du monde moderne n'a nulle part ailleurs produit dans toutes les sphères non politiques de la vie des expressions aussi extrêmes qu'aux États-Unis. Nous n'avons pas à étudier ici les raisons de la surprenante stabilité d'une structure politique soumise aux assauts de l'instabilité sociale la plus violente et la plus écrasante. Il paraît certain que le caractère relativement non violent de la Révolution américaine, où la violence se restreignit plus ou moins à la guerre régulière, est un facteur important dans ce succès. Il peut aussi se faire que les pères fondateurs, parce qu'ils avaient échappé au développement européen de l'État-nation, soient demeurés plus proches de l'esprit romain originel. Plus important, peut-être, fut le fait que l'acte de fondation, à savoir la colonisation du continent américain, avait précédé la déclaration d'indépendance, de sorte que la charpente de la Constitution
retombant sur des chartes et des accords existants, confirmer et légitimer un corps politique déjà existant plutôt qu'elle n'en refaisait un à neuf. Ainsi, les acteurs de la Révolution américaine étaient dispensés de l'effort d'instaurer un ordre des choses complètement nouveau, c'est-à-dire qu'ils étaient dispensés de cette action unique dont Machiavel dit un jour qu'il n'y a une chose à traiter plus pénible, à réussir plus douteuse, ni à manier plus dangereuse. Machiavel devait sûrement savoir ce qu'il disait, car lui, comme Robespierre et Lénine, et tous les grands révolutionnaires dont il fut l'ancêtre, ne souhaita rien de plus passionnément que d'instaurer un nouvel ordre des choses. Quoi qu'il en soit, les révolutions que nous considérons communément comme des ruptures radicales avec la tradition apparaissent dans notre contexte comme des événements où les actions des hommes sont encore inspirées et tirent leur plus grande vigueur des origines de cette tradition. Elle semble être le seul salut que cette tradition romano-occidentale ait fourni pour les circonstances critiques. Le fait que non seulement les différentes révolutions du XXe siècle, mais toutes les révolutions depuis la Révolution française ont tourné mal, finissant dans la Restauration ou dans la tyrannie, semble indiquer que même ces derniers moyens de salut fournis par la tradition sont devenus inadéquats. L'autorité, comme on l'a connue jadis, qui naquit de l'expérience romaine de la fondation et fut interprétée à la lumière de la philosophie politique grecque, n'a nulle part été réinstituée, ni par les révolutions, ni par le moyen encore moins prometteur de la Restauration, ni surtout par les états d'esprit et courants conservateurs qui balayent parfois l'opinion publique. Car vivre dans un domaine politique, sans l'autorité ni le savoir concomitant que la source de l'autorité transcende le pouvoir et ceux qui sont au pouvoir, veut dire se trouver à nouveau confronté, sans la confiance religieuse en un début sacré, ni la protection de normes de conduite traditionnelles et par conséquent évidentes, aux problèmes élémentaires du vivre ensemble des hommes.